Donc, en ouvrant la porte sur l'analyse de l'engouement littéraire et cinématographique pour le vampire, ma communication propose d'explorer le renversement identitaire à travers la figure littéraire du vampire et son rapport à la figure du miroir, bien évidemment. Donc, en effet, la figure du miroir dans la littérature vampirique sert principalement à questionner et à problématiser l'identité et le rapport de soi à l'autre, puisque la figure du vampire, avec sa composition physique et identitaire ambiguë, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le vampire n'est ni mort ni vivant, donc il est toujours pris dans une entrevue identitaire. Le rapport de la figure du vampire à celle du miroir redéfinit les liens identitaires de soi et par le fait même de ce qui est considéré comme étant autre. Je te suggère donc d'explorer la figure du miroir à travers celle du vampire afin de voir comment le miroir en tant qu'objet met de l'avant la problématisation de l'identité, du rapport de soi avec l'autre, ainsi que le lien corporel qui subsiste entre ces deux éléments. Pour ce faire, je ferai principalement appel au concept psychanalytique de narcissisme, de copie identitaire, d'emprise, de sadisme et de fétichisme. J'appliquerai les 10 concepts à travers une analyse du roman vampirique le plus classique à mon sens, donc le plus traditionnel, qui est bien évidemment Dracula de Bram Stoker, ainsi qu'à travers quelques-uns des romans qui font partie des Vampire Chronicles de Anne Rice. Et nous verrons que le rapport de vision, ou principalement dans ce cas-ci, de non-vision dans un miroir, pour un vampire, forme de manière très contrôlante une vision identitaire et corporelle très précise, tant pour le vampire qui transforme un être humain que pour la victime qui va subir la transformation vampirique et l'échange de sang subséquent. Donc, je vais tout d'abord m'attarder aux définitions du mot miroir, autant en français qu'en anglais. J'ai fait mes études en anglais, moi, donc j'ai un peu joué sur les deux éléments. Donc, en français, la connotation littéraire ici du terme miroir est définie comme étant une surface unie qui réfléchit les objets, bien évidemment. La langue anglaise, elle, nous offre deux variantes, soit une définition du mot miroir comme un nom ou comme un verbe. Donc, selon le Oxford English Dictionary, la déclinaison normative possède quelques sens différents, tels que un modèle, un exemple, ou bien une personne ou un objet qui incarne une caractéristique spécifique qui mérite d'être imité. Et bien évidemment, comme en français, le nom mirror anglais veut aussi dire une surface réflexive des objets. De plus, le verbe to mirror apporte quelques éléments intéressants aux théories que je vais aborder plus tard. Donc, la déclinaison verbale to mirror peut signifier être un modèle comportemental pour quelqu'un ou, encore là, réfléchir à la manière de miroir comme la définition française, ou finalement, et c'est cette définition-là qui est la plus importante, l'acte de réfléchir ou de reproduire de manière exacte, dupliquer ou imiter. Donc, le miroir est non seulement une surface de réflexion, mais également un objet qui permet un acte de reproduction, terme qui soulève deux définitions distinctes qui convergent également l'une vers l'autre lorsqu'on les applique au vampirisme. Puis je vais revenir à l'acte de reproduction un peu plus tard. Aussi, tout comme les définitions du terme miroir, la figure du vampire peut adopter des formes différentes et des représentations variables. Donc, les représentations de la figure du vampire changent de récit en récit, vont aussi changer à travers le temps, bien évidemment. Par exemple, le vampire aristocrate dans Dracula de Bram Stoker, qui a été écrit en 1897, n'est pas le même que le vampire de 2005 qui brille au soleil dans Twilight. Vous pouvez rire, c'est correct. Mais par contre, on a quand même un certain noyau de caractéristiques vampiriques qui demeure toujours présent. Le dit noyau que je parle ici regroupe le choix de la victime par le vampire et la transformation vampirique qui va se faire, et l'échange sanguin subséquent qui va transformer la victime humaine en vampire. Donc, ces deux éléments-là sont de grande importance car ils cimentent le caractère traditionnel et par le fait même figural du vampire. Selon le sociologue américain Edward Shields, les figures sont des amalgames d'éléments qui ne sont pas des traditions à la base, mais celles-ci ne peuvent subsister à travers le temps seulement qu'en devenant des traditions qui seront transmises, reçues, possédées et retransmises. Je vous explique pourquoi j'ai parlé de tradition ici. En fait, c'est parce que j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal en littérature comparée sur la figure du vampire et de la tradition. Donc, je recycle un peu ce que j'ai fait dans la maîtrise ici.
Donc, la retransmission permet non seulement d'assurer la connaissance d'une ou de traditions données par d'autres communautés, mais permet aussi à la communauté qui les ont reçues de mouler certains éléments secondaires des dites traditions à leur image. Quand on a une tradition, on a un élément central qui reste pour que la tradition reste une tradition, bien évidemment, mais l'exemple du vampire ici, on a le vampire qui boit du sang dans Twilight, mais il brille au soleil, puis il boit du sang animal, tandis que, bon, Dracula, c'est complètement une autre chose. Donc, c'est ça que je veux dire ici par élément secondaire qui change. Ce faisant, les traditions restent présentes dans l'historicité et la temporalité, puisque sans ces dix changements d'éléments secondaires, aucune notion d'histoire et donc aucune notion de tradition en tant que concept ne pourrait être formulée. Le vampire en tant que figure est une représentation juste de ce processus de connexion entre tradition et figuration. En effet, le choix de la victime et la transformation par le sang sont les deux éléments fondateurs de la représentation de la créature vampirique et ils ne peuvent donc pas être effacés. Sans le choix de la victime et la morsure, le vampire ne serait pas une créature buveuse de sang, il serait alors une créature fantastique complètement différente. Donc, les éléments secondaires du vampirisme, quant à eux, parce qu'il y en a quand même, sont reliés à un processus d'enseignement après la transformation finale d'un humain en vampire, ainsi qu'au besoin d'appartenir à une famille ou à une communauté, et finalement au désir de comprendre ses propres origines. J'en parlerai pas beaucoup, mais ça, c'était les éléments secondaires que j'ai traités dans ma maîtrise, mais ça ne fait pas vraiment ici, mais je voulais quand même le spécifier. Les éléments que je viens de citer ne sont pas toujours présents, mais ils ont aussi une grande importance quand nous les lions avec certains concepts psychanalytiques. Donc, le vampire est bel et bien une figure, grâce à son caractère emblématique du concept de la tradition, mais avant de se lancer dans l'analyse psychanalytique du vampire et de sa relation privilégiée avec la figure du miroir, je vais tout d'abord illustrer cette mise en relation de manière un peu plus basique. Donc, dans certains récits vampiriques tels que Dracula, comme je l'ai cité tantôt, ou autre exemple plus contemporain, la télésérie Buffy the Vampire Slayer, le vampire ne voit pas sa propre réflexion dans un miroir, tandis que dans d'autres récits, comme les Vampire Chronicles d'Anne Rice, que j'ai traité de long et en large et que je vais encore retraiter pour les années à suivre, leur réflexion est parfois visible. Le fait qu'un vampire ne puisse observer sa propre personne physique dans un miroir suppose donc une problématique trouble de l'identité. Cette question identitaire ambiguë est une des raisons pour laquelle la figure littéraire du vampire persiste encore dans la culture contemporaine aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que le vampire nous permet non seulement d'explorer des facettes cachées, entre guillemets, de notre société. Par exemple, dans les récits vampiriques, souvent, surtout les récits plus contemporains à partir de Anne Rice, il n'y a aucune barrière de genre, aucune discrimination sexuelle. L'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité sont souvent traitées de multiples manières. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en même temps, en nous démontrant ces facettes cachées à travers le vampire aussi nous tente également de redéfinir la question de l'identité, particulièrement à travers la dualité de soi et de l'autre. Donc, cette problématique identitaire pousse souvent le vampire à vouloir reproduire une copie de lui-même à travers l'acte transformatif vampirique. Et ce désir de reproduction, de copie identitaire, mène presque toujours systématiquement à des actes d'emprise de la part du maître vampire. Ça, c'est un terme que j'avais choisi dans mon mémoire, à l'égard de sa nouvelle protégée. La figure littéraire du miroir entre fortement en jeu dans l'acte de copie identitaire vampirique. Et de manière générale, le vampire ne peut voir son propre reflet dans un miroir. J'utilise le terme général ici dans le sens de tradition traditionnelle, parce que je vais plus me concentrer sur Dracula pour le moment. Car la non-vision de la réflexion d'un vampire dans un miroir a été mise de l'avant dans Dracula, qui est, à mon sens, le roman vampirique le plus classique. Donc, dans le cas du vampire qui ne peut pas apercevoir sa propre réflexion dans un miroir, ce dernier ne peut pas comprendre et faire la différenciation entre sa propre identité et celle de l'autre. Le vampire tente alors à répétition de faire une copie de lui-même à travers, j'ai perdu la ligne, à travers les victimes qu'il mord et transforme. Le désir de copie identitaire se forme à travers deux concepts psychanalytiques,
soit celui du narcissisme et de son lien à des sentiments contradictoires d'amour et de haine relativement au choix de l'objet amoureux, je vais y revenir, tels qu'ils ont été décrits par Monsieur Freud, et celui du contrôle ou de l'emprise qui a été élaboré par un psychanalyste français qui s'appelle M. Roger Debré. Donc, selon Freud, la personne narcissique recherche une copie de lui ou elle-même à travers l'objet aimé. Donc, la personne narcissique aimera soit, citation ici, que j'ai traduite parce que je l'avais lu en anglais, ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire lui-même, ce qu'il était auparavant, ce qu'il aimerait être, ou quelqu'un qui a déjà fait partie de lui. Donc, je vais traiter les 4 éléments un petit peu en désordre, mais j'espère que ça va être là. Tous ces éléments peuvent être reliés à la figure du vampire. Donc, en effet, la figure du vampire suppose également, encore selon Freud, des sentiments contradictoires d'amour et de haine. Je vais boire un petit peu d'eau. Évidemment. OK, c'est pas pire. Excusez, on va le laisser là. Donc, effectivement, en aimant ce qu'il aimerait être, ou bien quelqu'un qui a déjà fait partie de lui, le vampire ressent des sentiments amoureux qui se transforment rapidement en haine et ou en envie. La haine et le vampirisme entrent en relation directement après la transformation et l'échange de sang entre le maître vampire et sa nouvelle progéniture. La plupart du temps, la victime ne veut pas devenir un vampire et se débat lors de la morsure initiale. Ils ne sont pas tous comme Bella dans Twilight qui veut devenir un vampire. La plupart du temps, c'est « touche-moi pas, puis je veux rien savoir ». Donc, la morsure est une agression qui s'apparente fortement à un viol. Là, je vous ai vraiment décrit la scène à place de mettre une citation, là, mais par exemple, dans le roman The Vampire Lestat d'Anne Rice, Lestat se débat violemment lorsque le vampire Magnus l'agresse de manière physique afin de forcer ses 2 canines affilées dans le cou de Lestat pour ainsi s'abreuver de son sang. Toute la scène est vraiment apparentée à un viol, c'est assez évident. Donc, la scène entière rappelle donc l'extrême violence associée à un viol. Cependant, lorsque Lestat boit le sang du vampire Magnus pour compléter la transformation vampirique, parce que dans le roman d'Anne Rice, absolument, le vampire se fait mordre, le vampire se fait mordre. La victime se fait mordre par le vampire qui s'abreuve du sang de la victime, et ensuite, la victime remord le vampire pour que la transformation vampirique soit complétée. Donc, lorsque Lestat boit le sang de Magnus, la haine première se change en sentiment d'intimité et d'amour. Donc, en effet, puisque principalement dans le monde d'Anne Rice ici, le partage de sang est l'acte le plus intime qui soit. Le sang ingéré par la victime humaine, le sang du vampire ici, ingéré par la victime humaine lors de la transformation vampirique, fait évoluer les premiers sentiments de haine en amour et en intimité forte. Dans cet univers, c'est dans le sang que réside l'être tout entier, ses secrets les mieux gardés, son intimité la plus profonde. Donc, en partageant le fluide de la vie lors de la transformation vampirique, les sentiments de haine évoluent en sentiments très intimes. Cependant, la haine et ou l'envie fait éventuellement son retour car le vampire nouvellement transformé se rend compte, après des siècles d'existence, encore là c'est dans les romans d'Anne Rice surtout, que l'immortalité peut être un boulet lourd à porter de sa main, ça devient plate. Tu as tout lu, tu as tout appris, puis là, ben, tu te promènes, puis il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc, cette lourdeur peut parfois alors se décupler en sentiments haineux ou d'envie par le vampire envers les victimes qu'il tue seulement pour s'abreuver, non pour les transformer, parce que pour être transformé en vampire par un vampire, il faut être, encore dans l'univers d'Anne Rice, il faut être vu comme étant digne de recevoir le cadeau de la morsure vampirique. Donc, les victimes qui sont donc simplement tuées le sont afin d'assouvir la soif du vampire, et l'acte meurtrier devient alors aussi un acte haineux et envieux de la part du vampire contre l'immortalité qu'il parfois déteste à certains moments de sa vie. Et cette haine-là est qualifiée par le désir de pouvoir à un moment donné enfin mourir. Le stade dans le quatrième roman des Vampire Chronicles, au début, il décide que moi, je vais aller me brûler au soleil parce que je suis vraiment tannée de vivre, fait que je vais aller me suicider. Puis ça marche pas. Puis il est bien découragé parce qu'il trouve la vie bien longue. Fait en ayant cette espèce de... En étant tanné, en guillemets, de vivre, il jette cette espèce de haine-là, cette envie-là sur les victimes humaines qu'il tue finalement.
et d'explication des sentiments d'amour et de haine est aussi intrinsèquement lié au concept du narcissisme tel qu'élaboré par Freud. Donc, on revient à Freud. Effectivement, en recherchant ce qu'il aimerait être, ce qu'il a déjà été, ou en voulant retrouver quelqu'un qui a déjà fait partie de lui, le vampire narcissique joue entre des sentiments d'amour et de haine qu'il reproduit à son tour sur ses victimes. Ce que j'aime ça. Cependant, le plus important dans la définition freudienne du narcissisme est le premier élément mis de l'avant. La personne narcissique aimera ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire lui-même. C'est quand même évident. Quand on est narcissique, c'est nous qu'on aime à la base. Donc, c'est sous cet angle que la non-vision de la propre réflexion d'un vampire dans un miroir prend tout son sens. Le vampire étant un personnage très souvent narcissique, il désire reproduire une copie de lui-même à travers les victimes humaines qu'il transforme en créatures viveuses de sang. Par exemple, puisque la réflexion du vampire dans un miroir est impossible dans le roman Dracula, le comte Dracula veut faire de son prisonnier, qui s'appelle Jonathan Harker, une copie de lui-même. Lorsque Harker est presque mordu par les 3 épouses vampires de Dracula, ce dernier injure les 3 vampires et leur défend strictement de toucher à Jonathan, car il n'appartient qu'à Dracula et seulement qu'à lui. Cet acte soulève 2 tangentes importantes. En possédant Jonathan Harker de cette façon, Dracula débute le processus de copie identitaire. Je vais y revenir. Aussi, en défendant ces 3 épouses de boire le sang du prisonnier, les 3 femmes vampires doivent demeurer des agentes passives et non actives. En restant passives, elles ne sont que des copies carbone de Dracula. C'est Dracula qui les a transformées. Cette idée de l'activité contre la passivité est liée à la non-réflexion dans un miroir et au concept psychanalytique de contrôle et d'emprise. En ne voyant pas leur reflet dans les miroirs, là j'essaie de ne pas refaire un dégât. En ne voyant pas leur reflet dans les miroirs, les vampires qui peuplent l'univers de Dracula ne sont que la copie identitaire du vampire aristocrate qui vit dans son château en Transylvanie. De plus, si nous revenons au processus du choix de la victime et de la transformation vampirique subséquente, nous devons aborder le concept d'emprise tel qu'élaboré par Roger. Là, je me trompe tout le temps, je ne sais plus si c'est Doré ou Dové, mais je pense que c'est Doré. Fait que, excusez-moi si je me suis trompée. L'emprise est décrite de la manière suivante. Citation ici. L'emprise doit être abordée en tant que relation d'emprise dont la spécificité est déterminée par 3 ordres de signification donnés au mot emprise. Première signification, appropriation par dépossession de l'autre. Deuxième signification, domination. Et troisième signification, empreinte. Et là, on a une explication du terme empreinte ici. L'appropriation-domination ne pouvant s'exercer sans qu'il en résulte l'inscription d'une marque. Celui qui exerce son emprise grave son empreinte sur l'autre. Donc, l'emprise offre 3 composantes qui peuvent toutes être comprises à travers la figure du vampire. J'explique. Le narcissisme vampirique est sa propension à la création de copies identitaires à travers les victimes transformées, suppose automatiquement une appropriation par la dépossession de l'autre. En voulant faire d'un être humain une copie identitaire d'une autre créature, le vampire dans le cas présent, la victime doit être dépossédée de son identité humaine. La dite dépossession est souvent faite en isolant la victime choisie de son entourage. Par exemple, Jonathan Harker est fait prisonnier par Dracula dans son château. Lestat, dans les romans d'Anne Rice, est loin de sa famille lorsque Magnus s'en empare, etc. Dès que cette étape est complétée, l'appropriation-domination débute. Comme le souligne Dové ou Doré, cette étape de l'emprise ne peut être complétée sans l'inscription d'une marque. Dans le cas du vampirisme, l'appropriation-domination se déroule lorsque le vampire force la victime à devenir un vampire lui-même ou elle-même. La dépossession de l'identité humaine de la victime étant faite, le vampire peut ensuite dominer l'être humain en forçant la morsure vampirique sur ce dernier ou cette dernière. Donc, l'appropriation-domination ne peut en effet qu'être complétée avec l'inscription d'une marque, la marque de la morsure vampirique dans ce cas-ci. On peut alors dire que le concept de l'emprise s'applique au vampirisme dans ses étapes, mais l'emprise cimente également le désir de la reproduction identitaire du maître vampire, désir qui, je le rappelle, tire son origine de la non-vision du reflet du vampire dans un miroir. Puisque le vampire ne peut apercevoir son double dans un miroir,
il tente par tous les moyens d'obtenir l'emprise sur les victimes qu'il transforme afin d'en faire de simples copies identitaires. Ce puissant désir de reproduction identitaire s'entremêle également avec les concepts de sadisme et de fétichisme. La connexion entre le désir de renversement identitaire de la victime afin qu'il ou qu'elle ressemble au vampire qui l'a choisi et le sadisme peut être reliée au sentiment d'amour et de haine que nous avons évoqué auparavant. En effet, la personne sadique, le vampire dans ce cas-ci, recherche pour son plaisir personnel l'exultation de la violence et de l'agressivité envers une victime que le sadique aura lui-même pris le temps de choisir. Le lien de violence, qui peut être apparenté au viol entre un vampire et sa victime, est au premier degré un acte de sadisme de la part du vampire envers l'être humain préalablement choisi. La question du choix de la victime est également un comportement qui peut être jugé comme étant violent. Le fétichisme joue un rôle important dans le choix de la victime par le vampire. Le fétichisme peut être brièvement décrit comme étant une fixation obsessive de la part du vampire sur une caractéristique physique spécifique de la victime, par exemple les cheveux, les yeux, etc. Cette obsession devient si forte que le vampire peut en venir à détester sa victime d'un certain sens, car il ou elle possède des caractéristiques physiques que le vampire aimerait lui-même posséder. Par exemple, dans le roman The Vampire Lestat de Anne Rice, quand Lestat se fait mordre par Magnus, avant de mordre Lestat, Magnus touche les cheveux de Lestat, puis il lui dit qu'il l'envie parce qu'il a une belle chevelure et qu'il a les yeux bleus comme la mer. Donc voilà, on a ici un exemple de fétichisme. Parce que, bon, Magnus l'envie d'une certaine manière, car Lestat possède ce que Magnus aimerait avoir lui-même. Ce phénomène d'envie s'entremêle avec les concepts d'emprise, des sentiments d'amour-haine, de sadisme et de fétichisme que je viens de parler. L'élément le plus important ici réside dans le fait que tous ces comportements violents proviennent du fait que le vampire, de manière générale, n'est pas apte à voir son propre reflet dans un miroir. Cette non-vision du corps physique du vampire trouble grandement la perception que ce dernier a de lui-même et celle des autres. Cette confusion entre le soi et ce qui est désigné comme étant autre, qui s'accomplit habituellement devant un miroir, si on prend la perspective de Jacques Lacan, n'a pas lieu dans le cas du vampire. Ainsi, le vampire ne connaît que sa propre perception intérieure de lui-même. Cette vision unilatérale de soi pousse donc le vampire à vouloir reproduire, de manière très violente, comme je l'ai expliqué, une copie identitaire de son propre soi à travers les victimes qu'il choisit. Dans le cas du vampirisme tel que je l'ai analysé aujourd'hui, le soi narcissique, envieux, sadique et contrôlant du vampire éclipse complètement ce qui est défini comme autre, l'autre étant ici la victime qui sera tuée ou transformée. Donc, pour conclure, nous pouvons affirmer que la figure littéraire du vampire est encore contemporaine, puisqu'elle soulève des enjeux encore importants aujourd'hui, dans une société qui, moi, en tout cas, me semble de plus en plus individualiste. L'autre se fait, en effet, souvent éclipsé au détriment de soi, et le miroir sociétal nous le renvoie bien, si on pense, par exemple, au fameux égo-portrait ou les fameux selfies. Donc, dans un certain sens, le vampire force agressivement son propre ego, son propre soi sur ses victimes. Donc, la figure du miroir dans le vampirisme tel que je l'ai exploré aujourd'hui est d'une importance capitale puisque le miroir présente le rôle primordial de la copie identitaire qui est, elle aussi, fortement présente dans différents univers littéraires vampiriques. Voilà. Bravo. Je vais ramasser dans les gars. Avez-vous comme...